Mes amis, bien le bonjour, merci d'être là. Malgré la complexité de certaines vidéos, je vois que vous revenez toujours, donc vous en demandez encore. Et je suis très content d'être à votre service. Aujourd'hui, on va parler du vol Tuninter 1153 et c'était le 6 août 2005. Alors, nous avons un ATR 72 qui fait des vols entre la Tunisie, Tunis, Djerba et d'autres stations, on va dire, tunisiennes, fréquentées par les touristes occidentaux. Et il va faire des rotations en Méditerranée pour ramener ces touristes. Une de ces rotations quotidiennes, c'est aller vers Bari, en Italie, et puis revenir avec des touristes italiens et les déposer à Djerba. Le drame va réellement se nouer le 5 août, la veille de l'accident qui nous préoccupe. Le 5 août, le commandant de bord réalise qu'un indicateur de carburant n'affiche pas correctement. C'est pas que l'indicateur n'est pas correct, c'est que vous savez, souvent ces indicateurs dans les avions, ils sont basés sur des fois soit sur une technologie de type cristaux liquides, ou parfois sur une technologie de type LED, un petit peu comme certains radio-réveils qui vont afficher des chiffres avec des barres. Des fois, certains de ces barres cessent de fonctionner. Ces indicateurs, on les trouve au niveau des radios pour afficher une fréquence, au niveau, par exemple, du DME qui affiche une distance, jauge de carburant, comme ce cas-là. Et malheureusement, ils ont une durée de vie limitée. Donc, il faut les remplacer à qui mieux mieux. Le commandant de bord signale la panne aux agents de maintenance qui lui promettent qu'ils vont s'en occuper durant la nuit. C'est une maintenance très rapide. C'est une maintenance qui se fait même pendant que les passagers sont en train d'être embarqués. Il suffit d'enlever le boîtier, le remplacer avec un autre, tester, et puis c'est bon, c'est parti. Ça prend 15 minutes. L'équipage rentre à la maison. Le lendemain, le 6 août au matin, il réalise deux choses. La première chose, c'est que, la bonne nouvelle, la jauge a été changée. Il y a une nouvelle jauge et tous les chiffres s'affichent. Parfait. Problème. Il constate que la quantité de carburant est supérieure à celle qu'ils ont laissée la veille. On dirait que quelqu'un a fait presque le plein durant la nuit. Un peu bizarre. Ils vont regarder dans les documents pour essayer de trouver un bon, un reçu. Quand le carburant est commandé et puis il est avitaillé dans les réservoirs, ça laisse des traces, des papiers. Ils ne les trouvent pas. Ils vont consulter les opérations qui vont leur dire, oui, écoutez, voilà, dans la nuit, il y eut une urgence médicale, un équipage est arrivé, il a préparé l'avion pour un vol qui devait partir vers Paris pour évacuer un touriste malade. Par la suite, le vol a été annulé, mais le carburant avait déjà été embarqué. L'histoire ne dit pas ce qui s'est passé de ce touriste malade. Il s'est peut-être soudainement amélioré. Ou peut-être que malheureusement la situation était telle que on parla peut-être d'un transport en soute plus qu'autre chose. On ne peut pas savoir ces choses-là. Il y a toujours des zones d'ombre dans les histoires que je vous raconte. Toujours est-il que les services d'opération vont dire aux pilotes, ne vous inquiétez pas pour ce document qui manque au sujet du carburant. Partez faire votre vol, sinon vous allez être en retard. Et puis, à votre retour, on vous promet que le document sera là. Donc, l'histoire va tourner plutôt à l'administration. C'est comme si, oui, il y a une irrégularité sur les papiers. C'était plus un problème de papier qu'un problème technique. C'est comme ça que ça a été perçu. Oui, en fait, il y avait une erreur énorme qui avait été commise par les agents de maintenance durant la nuit. Vous savez, ATR cherchait à universaliser ses pièces, parce qu'il a plusieurs avions, en particulier ceux que Tuninter avait, qui étaient l'ATR 42, un peu plus petit, et l'ATR 72. Les deux sont des bimoteurs à turbopropulseur, n'est-ce pas?
la différence, on va dire, entre les deux, c'est que l'ATR 72 est plus grand que l'ATR 42. Ça, c'est la première différence. Les réservoirs ont donc une forme différente. Néanmoins, ATR, la compagnie franco-italienne ATR, cherchait à universaliser un petit peu les pièces. Ça veut dire qu'entre les deux avions, il y avait des pièces qui étaient 100% les mêmes. Exactement les mêmes, identiques, le même part number. Il y avait aussi certaines pièces qui avaient la même forme, comme par exemple cette jauge à carburant. Alors la jauge à carburant, ça ressemble, sur l'avant, il y a deux cadrans qui indiquent chacun la quantité de carburant dans chacun des réservoirs. Quand elle est retirée du tableau de bord, c'est un truc long comme ceci, avec derrière deux gros connecteurs. C'est des connecteurs qui vont chacun vers l'un des réservoirs. À propos, comment fait cet appareil pour savoir combien de carburant il y a dans le réservoir? Comment il fait pour le savoir? Et il l'affiche en plus en kilogrammes, ce qui est extraordinaire. Le pèse-t-il? Non, ça marche comme ceci. Dans le réservoir de l'ATR, il y a une sorte de sonde tubulaire. C'est un tube. On ne pourra pas utiliser dans un avion. Vous savez, si vous ouvrez une chasse d'eau de toilette, vous allez voir qu'il y a une sorte de tige munie d'une boule, un flotteur, n'est-ce pas? Et en fonction de la hauteur de ce flotteur, ça peut arrêter ou pas l'eau qui arrive dans la chasse. On ne peut pas utiliser un système pareil dans un avion, tout simplement parce que ça bouge et un flotteur à l'intérieur d'un réservoir ne va pas être efficace. Donc, ce qu'il y a, des sondes, deux tubes concentriques, percés. Le carburant, ils sont dans le réservoir, noyés dans le réservoir. Le carburant peut rentrer dedans librement et en sortir librement. Il y en a 5 sur la TR-42, 5 par aile, et il y en a 6 par aile au niveau de la TR-72. Ces sondes-là, en réalité, ce sont des condensateurs. Ce sont des condensateurs. Parce qu'il y a deux plaques. Il y a une plaque d'or et une plaque à l'intérieur, même si elles sont cylindriques. C'est des condensateurs. Si vous voulez, on peut voir l'air, comme on peut voir l'essence, comme un diélectrique. Mais c'est des diélectriques dont la constante est différente. La constante diélectrique de l'air et du carburant ne sont pas les mêmes. De sorte qu'on peut en réalité, en mesurant la capacité du condensateur résultant, on peut savoir quelle est la hauteur du carburant à l'intérieur. Mais alors attention, la hauteur ne se traduit pas nécessairement en quantité. La hauteur, si je vous dis j'ai 10 cm d'eau de hauteur, mais est-ce que c'est 10 cm d'eau dans une bassine, dans un verre ou dans une piscine olympique? La hauteur prise isolément ne permet pas de savoir la quantité. Il faut savoir la forme, la taille de notre conteneur. Et c'est là où on va différer entre la TR-42 et la TR-72. Dans le boîtier qui est quasi identique entre les deux avions, à l'intérieur, il y a deux algorithmes différents. Il y a un algorithme qui tient compte de la taille et de la forme du réservoir ATR-42 et un autre qui tient compte de la taille et de la forme de la TR-72. Les deux modules sont exactement les mêmes, ils ont les mêmes connecteurs derrière, et ça c'est une volonté d'ATR. C'est pour minimiser un petit peu les coûts de maintenance. Néanmoins, quand on regarde les modèles d'erreurs qui sont reconnus dans l'aviation, il y a de nombreux modèles qui permettent un petit peu d'appréhender l'erreur humaine. Il y a des erreurs de connaissance, des erreurs de compétences et des erreurs de procédure. Grosso modo, ça marche comme ceci. Une erreur de compétence est une erreur que fait un opérateur qui a l'habitude de faire les choses. Il est compétent en réalité, c'est pas un manque de compétence, il est compétent. Il a l'habitude de faire les choses, il les fait tout le temps, jusqu'à ce qu'il puisse dire, si on lui demande, je l'ai fait les yeux fermés. Ne dit-on pas, je peux le faire les yeux fermés? Oui, les yeux fermés. Les yeux fermés, malheureusement, ça peut causer des erreurs. Ça veut dire que la personne ne réalise pas son erreur, l'a fait parce qu'elle a l'habitude de répéter certains gestes. C'est un peu comme on a vu cet avion où
il s'est retrouvé avec 3 moteurs en panne sur 3 parce que tout simplement, le mécanicien avait l'habitude de remplacer des bouchons sur les réacteurs et puis un jour, il a refait les mêmes gestes et puis le bouchon ne contenait pas, il n'avait pas de joint. Et donc, il a mis des bouchons sans joint. Ok? Donc, ça, c'est une erreur qui est très prévisible. Ça veut dire que si on prend une compagnie, regardez, si on prend une compagnie qui exploite des ATR 42 et 72, et qu'on crée des pièces qui sont absolument interchangeables, même pour certaines 100% identiques, on peut tout de suite imaginer l'erreur de compétence. Pour un truc qui se fait vite, qui se fait régulièrement, on peut imaginer que tôt ou tard, quelqu'un ira prendre une jauge ATR 42, la branchera sur ATR 72. Ça arrivera, tôt ou tard. Les erreurs les erreurs de connaissance, de compétence et de procédure. Les erreurs de procédure sont les erreurs où on suit une procédure complexe. Souvent, ce n'est pas des choses qui sont répétées tout le temps, mais c'est une procédure qui est suivie. Et parfois, il y a des étapes qui sont complexes, qui sont mal définies, qui sont pas claires, dont on voit pas parfois la nécessité, et qui vont faire que, bam, on va commettre une erreur parce qu'on ne suit pas correctement la procédure. Typiquement, c'était cet avion qui avait fini contre un hangar parce que les gens qui ont tendu les câbles qui vont de la gouverne de profondeur au manche avaient suivi une procédure à laquelle ils ne comprenaient rien parce que c'était plusieurs procédures mélangées en une seule et puis il fallait prendre ou laisser en fonction de ce qu'on fait. Et puis voilà, ils se sont gourés, ça finit comme ça. Les erreurs de connaissance, c'est des erreurs quand elles sont très difficiles à systématiser. C'est des erreurs quand la connaissance n'est pas là et que quelqu'un est inconfortable avec le travail qu'il fait. Et là, il est capable de faire toutes sortes d'erreurs qui sont assez difficiles à prévoir. C'est juste des modèles mentaux qui permettent un petit peu d'appréhender ce genre de situation. Toujours est-il que le pilote va embarquer des passagers et il décolle de Tunis pour aller vers Bari, 400 000 nautiques de là, à peu près 600 km. Ils vont à Bari, ils atterrissent. Il a été calculé qu'à l'atterrissage, ils avaient 150 kg de carburant. Il a été calculé qu'ils avaient 150 kg de carburant. Ça veut dire que les réservoirs étaient littéralement vide, parce que la jauge qui avait été installée avait tendance à surestimer le carburant présent dans les ailes. Et c'est pour ça que ce matin-là, elle indiquait une valeur plus élevée. Il a suffi que le technicien la retire la jauge qui avait des problèmes d'affichage et remette une fausse jauge à la place, et là, la valeur a immédiatement augmenté. Il faut savoir une chose, à la décharge du technicien, la jauge quand elle est remplacée, enfin pas la jauge plutôt, l'indicateur quand il est remplacé, il a un mode de self-test qui se déclenche et ce mode de self-test est passé complètement sans détecter aucun problème. Okay? Ce qui est assez incompréhensible, on a des fois des imprimantes à la maison et quand les cartouches sont vides, on utilise des cartouches, par exemple, qui sont génériques, et l'imprimante les refuse. L'imprimante est capable, par le truchement d'une simple micropuce, de savoir si les cartouches sont originales ou pas. Sur un ATR, il n'y avait pas de système permettant justement de savoir si cette jauge, cet indicateur, était monté sur le bon avion ou pas. Quand ils arrivent à Bari, par acquis de conscience, les pilotes décident de rajouter du carburant. Ils rajoutent du carburant, oui, mais pas suffisamment. Ils demandent 600 litres. 600 litres auraient dû augmenter la quantité présente de 480 kilos. Ils l'augmentent de 400 kilos. Il y a déjà 20% de moins qui s'affiche. La jauge est très particulière. Elle fait diverses erreurs qui auraient peut-être dû mettre la puce à l'oreille. Mais il n'y a aucune puce à l'oreille de qui que ce soit. Ils embarquent, ils sont 39 dans cet avion et l'appareil décolle pour aller vers Djerba. Cette fois-ci, le vol est un peu plus lent.
c'est 600 000 nautiques et le vol est censé durer 2 heures. Il monte au niveau 230, 23 000 pieds, quand soudainement et sans prévenir, c'est-à-dire que souvent les moteurs, quand ils tombent en panne, des fois ça prévient. Il y a la pression d'huile qui tombe, il y a des alarmes qui s'allument, il y a quelque chose qui va se passer. Un signe avant-coureur, une vibration, un bruit, quelque chose. Là, à la brutale, sans aucun signe avant-coureur, le moteur droit, numéro 2, il s'arrête. Les pilotes ne pensent à rien de sinistre. Des moteurs qui s'arrêtent sur un bimoteur, ils sont connus. Donc pour eux, c'est... On essaye de le redémarrer, mais de toute façon, on va probablement devoir se divertir vers Palerme ou quelque chose comme ça. Commence à descendre vers 17 000 pieds et à peu près 2 minutes, 111 secondes. Après la première panne, soudainement et sans aucun signe avant-coureur, deuxième moteur s'arrête. Là, cette fois-ci, c'est le silence total. Il n'y a plus de propulsion du tout. La jauge de carburant indique qu'il y a 1800 kilos de carburant. Les pilotes, et on va le leur reprocher plus tard, de manière peut-être injuste, les pilotes vont tenter de redémarrer les moteurs. L'un après l'autre, ils vont tenter 7 ou 8 fois de démarrer chacun de ces moteurs, pendant qu'ils sont en train de perdre de l'altitude. I think we are not able to reach the terrain. We are 4,000 feet and we are not able, we lose both engines. Can you send for us helicopters or something like that? Le problème, c'est que il a été calculé en simulateur par la suite que si, à l'instant où ils avaient perdu le premier moteur, ils avaient déjà commencé à voler à la vitesse de finesse max, qui est une vitesse qui va maximiser le rayon pour un avion qui est en train de tomber en vol plané, qui va maximiser ce rayon. Que si immédiatement, ils avaient commencé dans une logique de vol plané vers Palerme, ils auraient eu 50% de chance d'atteindre cet aéroport. Parce que les tests qui avaient été faits dans un simulateur, ça signifie avec des pilotes briefés sur ce qui va se passer, des pilotes qui n'avaient pas un stress vital, n'avaient pas des passagers qui criaient derrière, n'avaient pas l'impression qu'ils vivaient leur dernier instant. Des pilotes qui, s'ils avaient une mauvaise performance au simulateur, n'allaient pas y laisser leur vie. Eh bien, les 2 tests qui ont été réalisés en simulateur, il y en a un qui a réussi à poser à l'aéroport de Palerme et il y a un deuxième qui s'est retrouvé dans l'eau à 1,5 km de l'aéroport de Palerme. Néanmoins, les pilotes lancent un appel d'urgence ou déclarent un Mayday, donc une situation d'urgence au contrôleur aérien. Lequel contrôleur aérien est complètement en panique. C'est normal, il est là, il est en train sur son radar de guider des avions au-dessus de la Méditerranée, puis soudainement il voit qu'il y en a un qui est en train de tomber, et les pilotes lui disent « nous tombons ». Ils n'arrêtent pas de leur proposer des aéroports, ils lui disent « non, on ne pourra pas, on ne pourra pas ». À un moment donné, le commandant de bord lui dit « nous sommes à 4000 pieds et nous sommes au-dessus de la mer, on ne pourra pas, on va tomber dans l'eau ». Les pilotes voient des bateaux de croisière, ils décident de s'en approcher en se disant « si on s'écrase près de bateaux de croisière, on aura plus de chances d'être secouru. » Et il commence à dire au contrôleur, il y a des bateaux ici, il y a des bateaux, si vous pouvez les contacter, s'il vous plaît, contactez-les si vous pouvez. Unable to reach 2,200 feet. There are 2 boats, I'm going to join them left side, heading 180. Can you call them, please? En réalité, c'était un appel désespéré parce que le contrôleur aérien ne va pas pouvoir, ne sait pas quels sont les bateaux qu'il y a là et ne pourra vraisemblablement pas les contacter. Toujours est-il qu'ils appellent un technicien. On entend dans
qui arrive dans le cockpit. Il s'appelle Shukri, parce qu'on entend le pilote lui parler, Shukri, Shukri. Shukri, lui aussi, est tout aussi perdu que les autres. Hein, il est tout aussi perdu que les autres. Il ne sait pas ce qui se passe. Il regarde avec eux, ils comprennent rien. Il y a du carburant, les moteurs devraient s'engager. Les moteurs ne démarrent pas. Cette fois-ci, malheureusement, voilà, ils n'ont pas volé à la vitesse de planée optimale. L'avion a perdu trop d'altitude parce qu'ils pensaient pouvoir démarrer les moteurs, mais ils ne les ont pas démarrés. Le stress aidant, il faut savoir une chose, que par exemple, le pilote Sully Schellenberger, qui avait améri un US Airways, un Airbus A320 quelques années plus tard dans l'Hudson, et il sera le sujet d'une future vidéo, avait volé à 20 nœuds en dessous de la Green Dot, en dessous de la vitesse qui est recommandée par Airbus dans ces situations-là. Pourtant, plus tard, il a dit « Non, j'étais à cette vitesse-là, j'étais sur le Green Dot ». Et l'NTSP dit « Non, tu n'étais pas sur le Green Dot ». L'enregistreur de vol, tu étais 20 nœuds en dessous. Vous voyez le stress. Le stress, parce que quand cette vitesse, le problème c'est que quand l'avion est au-dessus de cette vitesse, ça signifie qu'il est en train de tomber trop rapidement, hein, ça signifie qu'il est en train de perdre l'altitude trop vite. Et quand il est en dessous, ça signifie qu'il est en train de refuser de tomber, mais en fait il est en train de tomber aussi assez rapidement. Donc en réalité, la vitesse de finesse max, c'est ce qui permet de prolonger le rayon d'action. Sauf que les pilotes n'étaient pas dans cette logique-là dès le départ. Ils arrivent ainsi donc à 1000 pieds, l'eau là est claire devant eux. Le problème, c'est qu'il y avait du vent, il y avait aussi des vagues. C'était pas le miroir comme l'était l'Hudson, qui est un fleuve en fait. C'était des vagues, n'est-ce pas? Et donc... Dans la cabine, les passagers sont informés, relativement tôt ils avaient été informés que l'avion allait finir dans l'eau. Ils ont pris leur gilet de sauvetage et là ils ont fait, beaucoup d'entre eux malheureusement, vont commettre une erreur funeste qui a été observée à très nombreuses reprises dans ces situations-là, que ce soit sur Tuninter ou des compagnies américaines autres. Les gens, quand ils mettent leur gilet de sauvetage, tout de suite, ils vont le gonfler. Tout de suite, ils vont tirer et le gonfler. Le problème, c'est que si l'eau rentre dans un avion, on ne peut pas nager contre un gilet de sauvetage. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas nager vers le bas en ayant un gilet de sauvetage. Il vous empêchera de rentrer. Peu importe votre force, votre motivation, un gilet de sauvetage, c'est plus fort que vous. Et donc, si l'eau rentre et elle pousse la personne vers le haut, alors qu'il y a une issue de secours qui est juste là, qui exige juste de passer un peu la tête sous l'eau, la personne ne pourra pas faire ce geste. Il y a eu un cas, j'en avais parlé, un DC-9 américain, où en plus d'avoir gonflé des gilets de sauvetage, ils ont gonflé un radeau à l'intérieur de l'avion, au milieu de la cabine. Un radeau, ils l'ont ouvert, la cabine était littéralement divisée en deux. Ça a créé un mur au milieu de la cabine. Parce que le radeau était gonflé complètement, et c'est quelque chose de très solide une fois que c'est bien gonflé. Donc, je disais que l'avion commence à s'approcher de l'eau. Les pilotes, par moment, on entend, et ça, c'est culturel, ils disent « Yarbi, Yarbi, mon Dieu », des choses comme ça. N'importe qui serait exprimé comme ceci. N'importe qui aurait lancé des expressions de nature religieuse ou autre. Ça a été reproché aux pilotes plus tard. Plus tard, on dira, au lieu de piloter, ils priaient. Ce qui n'est pas vrai. Le pilote automatique ne marchait pas. Il y avait presque plus d'électricité dans l'avion. Ça veut dire qu'ils étaient aux commandes. Ils n'ont pas lâché l'avion et ils se sont mis à prier. D'ailleurs, s'ils l'avaient fait, ou s'ils s'étaient comportés comme beaucoup de pilotes que nous avons vus sur ce canal, ils auraient tiré sur le manche, ils auraient fait décrocher l'avion à 23 000 pieds, et puis ils auraient fait de 23 000 jusqu'à la mer en
en 45 secondes, et puis cette histoire était beaucoup plus courte à raconter. Les mecs, ils se sont battus avec cet avion pour essayer jusqu'à la dernière seconde à le poser. Maintenant, si durant cette bataille, il y a des expressions qui sortent, soit parfois il y a des gens qui lâchent des expressions, des fois d'une certaine vulgarité que même le NTSB ou les autres bureaux d'enquête sont obligés de remplacer par des étoiles. Ça arrive, c'est normal, c'est humain. Ou parfois d'autres vont plutôt avoir des expressions liées à leur religion ou à leur culture ou autre. Et ce fut le cas, mais sans excès. Ils ont même fait leur checklist. Exemple, je vous donne un exemple tout bête. Ils ont fait la checklist d'amérissage. Preparation. Time prepared. ATC version notified. Cabin crew notified. Signed. On. GPWS. Off. Not off mode. Et ils ont même arrêté le GPWS. On l'entend, ils arrêtent le GPWS. Très important d'arrêter le GPWS. Monsieur Schollenberger, du SROS, ne l'avait pas arrêté. De sorte qu'il descendait avec le GPWS qui lui gueulait dessus. C'est pas juste une question de confort. Non, il y a autre chose. Il y a, dans l'Airbus, on verra quand on parlera de cette vidéo, il y a des alarmes. Il y a plusieurs alarmes vocales qui peuvent survenir. Le GPWS est l'alarme la plus prioritaire. De sorte que s'il y a plusieurs alarmes qui doivent se déclencher, si les conditions sont réunies pour plusieurs alarmes, le GPWS sera l'alarme la plus prioritaire. De sorte que il a fait toute la dernière partie de son amérissage sur l'Hudson avec le GPWS qui gueulait sans arrêt. Alors que si le GPWS avait été arrêté, il aurait eu une autre alarme, speed, 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 qui lui aurait dit « tu voles trop lentement ». D'accord? Donc ces gens ont vraiment fait du travail correct vu les circonstances. Il y avait la panique, mais sans être une panique incapacitante. Mais ils agissaient, ils travaillaient. Et le vol plané a duré 16 minutes. 16 minutes. Où ces gens se sont battus pour garder l'avion. Impact. Ils n'ont pas eu de chance. L'impact a eu lieu à 126 nœuds. Il aurait pu être un peu plus lent. Là, 126 nœuds, la queue de l'avion touche en premier, elle touche une vague. Ça signifie le pilote en train de viser un creux. Il commence à cabrer l'avion. Ce qu'il espère, c'est profiter de l'effet sol et faire flotter l'avion sur la plus grande distance avant de toucher. Le problème, c'est qu'il le cabre. Il a l'impression de maîtriser. Soudainement, c'est la mer qui remonte vers lui. Ça veut dire qu'il y a une houle, n'est-ce pas? Et c'est la mer qui remonte vers lui. Et bam, l'impact contre la queue de l'avion. À cet instant, l'avion va faire une embardée. Il va s'aplatir brutalement. Et puis, il se casse en 3 morceaux. Et pratiquement immédiatement, il commence à rentrer sous l'eau. هاي معي علي رد بالك معي علي رد بالك حضر روحك يا شكري حضر روحك انا حاضر on touche la mer le commandant de bord, il a été assommé durant l'impact. Il s'est évanoui. Il a retrouvé conscience quand l'eau a commencé à rentrer dans sa bouche. Ça signifie quand il a ouvert les yeux, il était dans le noir, il était sous l'eau déjà, il voyait rien. Il a ouvert sa ceinture avec certains efforts qui refusaient de s'ouvrir. L'avion était cassé vers le haut, il a eu de la chance, et il est sorti. Et il a commencé à chercher un gilet de sauvetage qui flottait ou un morceau de siège qui flottait, il s'est accroché à ça. Copilote a fait la même chose. Chokri, le technicien qui était là dans l'avion, qui est venu aider dans le cockpit, celui-là malheureusement ne sera pas aussi chanceux. Il va partir avec l'avion et on le retrouvera au fond de l'avion, exactement dans le cockpit, dans la position où il était quand l'avion s'est écrasé. 16 personnes vont trouver la mort. Les gens vont flotter dans l'eau en s'agrippant à n'importe quoi pendant 45 minutes. Il a fallu 45 minutes pour que les premiers hélicos arrivent et localisent. Puis après, des vedettes rapides arrivent et commencent à ramasser les survivants. Les bateaux touristiques n'ont pas été
n'ont pas vu l'avion s'écraser. Quelque chose aussi à rappeler, c'est que sur l'indicateur de carburant du ATR, il y a des lampes qui s'affichent, une sorte d'alarme qui s'affiche si il n'y a pas assez de carburant. C'est comme on en a dans la voiture. Sauf que cette alarme n'a pas de circuit indépendant. Cette alarme ne fait que lire les valeurs qui sont affichées sur l'indicateur et quand elles sont trop basses, ça s'allume. Il n'y a que sur le cahier de charge des avions ETOPS. Les avions ETOPS, c'est des avions qui ont beaucoup d'avions sont certifiés ETOPS, ça dépend la longueur de l'ETOPS. C'est des opérations étendues au-dessus de l'eau. C'est des avions bimoteurs qui doivent traverser par exemple l'océan Atlantique ou Pacifique ou autre. Ils peuvent déroger à certaines règles et voler longtemps au-dessus de l'eau, mais avec un certain cahier de charge. Ce cahier de charge exige que les alarmes de carburant aient un circuit indépendant et obtiennent leurs informations de manière indépendante de l'indicateur de carburant lui-même. Ce qui est quand même extraordinaire. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que le pilote qui rentra en Tunisie après 3 jours à l'hôpital fut pourchassé comme un criminel par la justice italienne. C'est assez rare, je dirais que même c'est unique dans l'histoire de l'aviation. Qu'un pilote soit attaqué au pénal, un peu comme s'il avait écrasé exprès son avion. Le copilote, M. Bonin de l'Air France 447, qui a gardé quand même l'avion cabré en décrochage pendant 4 minutes et demie, n'a pas été aussi critiqué que ce pilote de Tuninter. Il a été poursuivi en justice, n'est-ce pas? On voulait le mettre en prison, il a été condamné au bout d'un moment à 10 ans de prison. 10 ans de prison, c'est comme s'il y avait une malice dans son approche, c'est comme s'il y avait une négligence énorme ou une malice particulière, alors qu'en fait, il n'y avait rien. C'est juste un système comme nous en voyons tout le temps, et s'il faut le mettre en prison, il faudrait mettre en prison les pilotes d'Air France qui ont écrasé la 340 au Canada, il faudrait mettre en prison les pilotes de plein d'avions. L'aviation n'a jamais évolué en mettant en prison les pilotes, en particulier quand il n'y a pas d'intention criminelle, il n'y a pas de plan criminel dans cette histoire. Après, en appel, ça a été baissé à 7 ans. Il n'a pas voulu se présenter en Italie pour faire de la prison, il est resté en Tunisie. Il n'a pas volé pendant 6-7 ans, après il a repris ses vols. Il est recherché par Interpol, il n'a pas le droit de quitter la Tunisie. Il n'y a que 2 pays. Il va maintenant vers la retraite, il a la soixantaine, il va vers la retraite, mais il ne peut pas quitter la Tunisie. S'il quitte la Tunisie, il se retrouve en prison pour cette histoire. Il n'y a qu'un seul pays qui l'accepte, il n'y a qu'un seul pays qui refuse ce mandat unique de l'Italie, qui est l'Algérie. C'est un pays qui, même s'il fait partie, il a des conventions et tout ça, a quand même a une fibre souverainiste assez forte pour décider de lui-même si une décision internationale doit être suivie ou pas. Dans le cas précis, ce pilote vole toujours et il a le droit d'aller en Tunisie et en Algérie où il est accueilli sans aucun problème. Donc, voilà mes amis, c'était le Tuninter 1153. Une histoire assez complexe quand on regarde. C'est un design qui est quand même accidentogène. Par la suite, une maintenance erronée, une organisation un petit peu peut-être pas très forte. Et puis finalement, des pilotes qui se retrouvent privés de toute propulsion à 23 000 pieds au-dessus de la mer et qui ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Voilà mes amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Et puis on se revoit dans une autre. À très bientôt.